Et pour commencer cette table ronde fiction de ce vendredi, eh bien, la bande-annonce du film Le Cercle, un film de Stephen Haupt qui vient de sortir très récemment au cinéma et qui malheureusement n'est diffusé que dans quelques salles, c'est assez peu, qui nous raconte donc à partir d'entretiens, d'interviews, documentaires, la vie d'un couple d'homosexuels suisses du côté de Zurich dans les années 50 et 60, et cet aller-retour entre le témoignage documentaire et le film de fiction est une des particularités de ce cercle de Stephen Haupt qu'on peut voir à Paris dans une seule salle, Luminor Hôtel de Ville, mais peut-être dans d'autres salles en région. Perrine Carvan, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Alors, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que finalement, il nous rappelle des choses qu'on oublie souvent, c'est-à-dire qu'on pense au mouvement d'émancipation des droits et des homosexuels généralement autour des années 60, et là, il s'intéresse à la période qui précède, et notamment à cette période des années 20, des années 30, où il y avait une certaine tolérance, en tout cas, une certaine harmonie, en tout cas à Zurich. Tel que c'est décrit en partie par Florence Tamagne, par exemple, dans les travaux de Florence Tamagne. Voilà, où on voit qu'il y avait finalement une cohabitation qui était beaucoup moins intolérante, en tout cas, et que finalement, cette répression, elle est venue dans les années 50, 60, et qu'elle a donné lieu donc ensuite au mouvement d'émancipation. Mais c'est vrai qu'on parle rarement de cette période-là, et là, c'est assez bien raconté. Et puis le mélange, je trouve... De la forme, c'est-à-dire de la forme documentaire, parce qu'on voit le couple qui est donc dont on raconte l'histoire, on le voit à l'écran, donc c'est deux hommes qui sont aujourd'hui âgés, racontent leur vie, et puis il y a régulièrement des scènes de leur vie qui sont jouées par des comédiens et qui sont vraiment dans la fiction. Et au départ, je me suis dit que c'était quelque chose qui n'allait pas vraiment marcher, et je trouvais que ça marchait étonnamment bien, que c'était étonnamment agréable, et finalement qu'on était toujours heureux de voir cette vie mise en fiction sous nos yeux. C'est la période qu'on appelle la période du placard, généralement pour les homosexuels européens, entre les années 30 et les mouvements d'émancipation des années 70 en particulier. Et cette période est assez bien représentée dans ce film donc suisse de Stephen Haupt, Fabrice Almeida. Oui, non, c'est important, c'est très important de dire Suisse, c'est très important de dire Zurich, parce que tous les pays et toutes les villes n'ont pas la même conduite. Bien sûr. Et c'est très important de le dire parce que c'est vrai que la France des années 20, années 30 est plus tolérante. L'Allemagne des années 20 est très tolérante, mais l'Allemagne à partir du nazisme 1933 devient extrêmement répressive. La Suisse est relativement stricte jusqu'au moment de la guerre. Et en fait, cette histoire-là nous raconte l'histoire d'un groupe, d'un cercle, der Kreis, qui justement va être une espèce d'innovation pour la Suisse, puisqu'ils vont décider de faire une sorte de cercle privé uniquement homosexuel, alors avec une vision de l'homosexualité qui est peut-être pas la même que celle qu'on va avoir dans les années 70. Là, justement, on est assez proche, on a l'impression en tout cas que pour le fondateur du cercle tel qu'il est décrit, c'est assez proche de ce que Julian Jackson a raconté avec Arcadie. Arcadie, voilà, qui était un mouvement français, donc homophile comme on disait à l'époque. Il a repris sa prudence, sa modération, voilà, et face à de plus radicaux que lui. Voilà, et sa volonté de ne pas choquer les forces de l'ordre. D'avoir des relations correctes avec les autorités, c'est-à-dire qu'ils sont admis par la loi, l'homosexualité n'est pas réprimée, c'est pas la même chose que ce qu'il y a en Allemagne, où il y a un article du code pénal qui autorise des poursuites, qui est même renforcé par l'influence de Göring, et donc sous le Troisième Reich, et donc là, ils vont faire ça. Alors ça fait une chose qui est très intéressante, c'est qu'on comprend au fond comment émerge une forme de subculture, c'est-à-dire un groupe va développer ses propres relations, son propre savoir, sa propre esthétique, donc il y a beaucoup de photos de jeunes hommes, parce que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est ce qu'a dit Perrine, c'est ce jeu entre la partie documentaire, donc extrêmement historique, avec parfois des transitions en images d'archives, des photos, et puis de l'autre côté, et les interviews évidemment avec les deux, Robbie et Ernst, qui sont les deux personnages principaux, le premier couple marié à Zurich. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont historiques. Et donc il y a cette dimension-là de cercle qui donne une impression presque maçonnique. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui en sont membres savent parce qu'ils se rencontrent, mais dès qu'ils sortent du cercle, justement, il faut rester le plus discret possible, parce que sinon, on risque d'être, non pas avoir des poursuites pénales, mais on risque d'être gêné dans sa vie sociale, de perdre un emploi, d'être mal vu, de perdre un logement, etc. Donc tous ces enjeux-là, je trouve, sont très bien montrés dans le film, mais pourquoi j'insistais sur Zurich, c'est qu'il y a un moment où justement la majorité change à Zurich. Et ce que montre le film, c'est un changement de logique politique au sein de cette ville où les partis chrétiens sont très importants, partis évangéliques, etc. Et donc à Zurich en 1960, la majorité municipale décide de fermer le local, donc d'empêcher
ce qu'ils trouvent trop visible. Donc d'avoir une forme de répression. Et c'est ce moment-là qui est très intéressant, puisque c'est le moment où ces deux jeunes gens vont vivre une histoire d'amour, puisque c'est une belle histoire d'amour. Perrine, brièvement, et puis Pascal Horry. Oui, puis ce moment qui est cristallisé par ces meurtres d'homosexuels, ces meurtres sur lesquels la police enquête, et où finalement on implique la communauté homosexuelle, on cherche à la rendre responsable de ce qui arrive, responsable de la prostitution qui s'installe alors qu'elle avait toujours été là, bien sûr, à Zurich, et où finalement on voit lors d'un procès comment l'assassin devient victime des homosexuels qui ont recours à la prostitution. Parce que juste sur ce que vient de dire Perrine, c'est super important, c'est qu'il y a un paquet qui se constitue entre prostitution et immigration. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le film, on voit les Italiens, mais les Italiens dans la Suisse de l'époque, c'est vraiment les immigrés tels qu'on peut les voir avec la figure de l'étranger, de l'altérité complète. Pascal Horry, à propos du cercle de Stéphane Haupt. La double qualité de ce film, c'est, comme on l'a dit, ce mélange du documentaire et de la fiction, qui souvent est quand même raté. C'est risqué souvent. Dans d'autres films, en particulier le passage à la fiction. Et là, c'est impeccable. Impeccable dans les deux sens. Bien le dire. Et le va-et-vient est permanent. Et puis par ailleurs, on l'a déjà ébauché, le fait que, vu de l'extérieur, par rapport à ce qui peut se passer à cette époque-là, voire aujourd'hui dans certains pays, on peut se dire que bon, quand même, Zurich. Et là, on voit quand même la tragédie s'installer dans cette ambiance relativement tolérante. Premièrement, il y a ce mouvement de crispation, en effet. Alors, il peut y avoir des changements locaux, mais on sent bien dans d'autres domaines, je pense à la censure dans le domaine du cinéma, paradoxalement, en France, elle s'est crispée au début des années 60. Exactement. C'est contre-intuitif. On se dit, bon, peu à peu, non. Il y a un moment de crispation avant éventuellement la chute. Et on montre bien qu'en 68, effectivement, la police, les autorités, les institutions juives ont la tête ailleurs parce que Zurich même connaît on peut dire des émeutes, enfin bon, un grand chambardement. Et peu à peu, la tension monte. On voit le cercle qui est confronté à ça. On voit comment Rolf, effectivement, à l'instar du leader d'Arcadie, joue quand même la conciliation et se retrouve peu à peu marginalisé par rapport à des plus radicaux. C'est très finement analysé. Et paradoxalement, le cercle va fermer en 67, juste avant que tout ça, effectivement, ne soit le coming out. Bon. Et ça, c'est bien vu. Et un des moments les plus forts, c'est le drame qui finit par un suicide, d'ailleurs, du directeur de l'école de filles. C'est-à-dire que déjà, il faut comprendre que le directeur qui a une attitude extrêmement stricte, en réalité, est un homo, mais un homo qui ne s'avoue pas, contrairement à Ernst, l'un des deux principaux héros, et que ça va se terminer par un suicide, tout simplement parce que quand on l'apprend, sa femme et ses enfants le quittent, ou du moins sa femme le quitte et emmène les enfants. Et là, c'est très simple, c'est presque documentaire à la limite là aussi, et là on se dit que c'est très réussi sur le plan cinématographique. Exactement. Et puis ce travail permanent d'aller-retour avec les archives, ces archives photographiques, la plupart d'entre elles, montrent tout de même que ça a beau être un cercle privé et relativement restreint au point de vue de sa médiatisation. Il y a quand même énormément d'archives qui sont ressorties, beaucoup de photographies, des spectacles qui étaient donnés, des jeunes hommes qui étaient montés sur scène une dimension pour chanter. Internationale. Et une dimension internationale, puisque effectivement, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ce cercle organise tous les ans des balles. Un bal costumé. Un bal costumé. C'est l'interdiction du bal, de fait, qui est le critère que la situation se dégrade. Oui. Qui fait venir de l'Europe entière des homosexuels qui voient là un moment et un lieu particulier pour pouvoir exister sans être trop poursuivis. Et c'est une belle réussite, en particulier quand on a travaillé, quand on a lu les ouvrages de Régis Revenin, par exemple, sur cette question de la subculture homosexuelle. Eh bien, on s'aperçoit effectivement tout ce que vous disiez tout à l'heure, Fabrice d'Almeida, les codes vestimentaires, les codes autour des marins, par exemple, qui sont des codes vestimentaires qui ont perduré jusqu'aujourd'hui dans la subculture homosexuelle, etc. C'est vraiment très, très, très juste et très bien vu, Fabrice d'Almeida. Oui, alors Stéphane Haupt, lui, dit qu'il a un frère homosexuel, c'est ça qui a été un peu son déclencheur. Qui a fait son coming out. Voilà, et qui le poussait à faire un film qu'il a travaillé pendant 8 ans et qui s'est notamment appuyé. Moi, je suis allé regarder ce site qui est un site alors en langue allemande, donc c'est pas
forcément le plus simple pour pu pour faire tout la le même monde. chose. Mais ça s'appelle schwulengeschichte.ch et donc dessus il y a énormément effectivement de pages de documentation sur le cercle parce que si c'est si important en fait dans le film, c'est que c'est aussi très important dans l'histoire. C'est-à-dire que le cercle a été le moment qui a permis de créer des réseaux en fait et d'avoir une première visibilité dans les différentes villes. C'est-à-dire que là on parle de Zurich, mais on en ouvre à Bâle, on en ouvre dans toutes les villes et jusqu'à Los Angeles, exactement, dit le exactement. fondateur. Et ce qui est amusant Rolf. d'ailleurs, c'est qu'il dit Los Angeles et que la Mecque homosexuelle de l'époque, c'est pas encore San Francisco. Ouais. Ça va venir plus tard, avec Harvey Milk, comme on avait pu l'aborder dans cette émission. C'est à la limite plutôt New York qui pourrait être l'endroit un peu plus moderne aux États-Unis dans les années Avec 60. les travaux sur le gay New York en particulier qui ont été publiés il y a quelques années. Pascal Horry. Oui, parce qu'effectivement, cette expérience a duré 34 ans avant le moment où tout ça sort. Et je crois que vous avez, en tant qu'historien, Emmanuel, bien souligné le point, c'est une sortie du placard d'une archive. Oui. Et je trouve que c'est assez remarquable parce qu'il y a une production d'archives dans le film qui est assez exceptionnelle. Bon, ça nous apprend, je pense même à beaucoup, même de militants homosexuels, ça leur apprend beaucoup de choses sur un passé qui était un peu occulté, puisque c'est un peu comme Arcadie. Il faudrait peut-être un jour faire un film sur Arcadie. Bon, on a un petit peu... Il y a déjà un livre, c'est bien. Oui, voilà, mais on a sans doute un peu dévalorisé cette première époque. Alors que c'est un moment certainement fondateur. Oui, on l'a dévalorisé parce qu'effectivement, l'arrivée du phare à la fin des années 60, au début des années 70, a rendu un peu, entre guillemets, a ringardisé un peu ces tentatives d'existence sociale de cette homosexualité, cantonnée dans des domaines et des lieux très particuliers. Mais néanmoins, c'est effectivement une belle découverte, Fabrice Dalméda. Oui, juste pour insister quand même sur le fait que ce qu'a fait Stéphane Haupt, moi, ce que je trouve très intéressant et c'est ce qu'ont souligné à la fois Pascal Horry et Perrine Kervran, c'est que on a vraiment un effort narratif qui marche dans le documentaire. C'est-à-dire que très, très souvent, la difficulté qu'on a dans le documentaire, c'est de faire de la non-fiction narrative. Et là, je trouve que ce jeu, avec ces transitions extrêmement bien réussies, parce que c'est pas évident de faire une interview de deux personnes qui sont assez âgées, qui n'ont pas forcément le même mode de narration que celui de nos jours. Et lui, il a réussi à faire ça, et on suit la même histoire, on suit la progression, et vraiment, il faut insister là-dessus. Et je crois que c'est cette innovation formelle qui lui a permis d'obtenir le Teddy à Berlin en 2014, parce que quand même, le teddy bear qui est mentionné dans la chanson du film, il l'a eu. Oui, il a eu le prix du public en particulier. Belle chanson au demeurant, très belle chanson. Très Berlin des années... Voilà, c'est exactement. Et il faut dire aux distributeurs en particulier qui peuvent diffuser ce film, qui est quand même un très beau film et qui malheureusement est très peu distribué. Il est un peu distribué dans un placard. Perrine Kervran. Oui, puis je trouve, alors c'est un peu anecdotique, mais que déjà les comédiens sont très bons. Excellent. Et que c'est le plaisir de revoir Marianne Sagobrecht qu'on avait vu. Ah oui, c'est vrai. Voilà, du coup j'oublie le... C'était dans Paris, Texas dans... ça va me revenir, mais voilà, qui était formidable. Ce film qui se passait Nos auditeurs vont aux États-Unis. Voilà. Et moi, juste une précision, moi je l'ai vu dans la salle, parce qu'il faut le dire, le Luminor, à côté de Châtelet, et qui a évidemment un public très soucieux de la question gay et homosexuelle et du mariage, et la salle vibrait. Alors ça a été pour moi un double spectacle, parce que j'avais un public qui s'identifiait, qui réagissait, qui poussait parfois des cris, qui était parfois outré et parfois extrêmement emporté par le romantisme. Merci. Donc ça s'appelle Le Cercle. C'est un film de Stéphane Haupt qu'on peut voir à Paris dans cette seule salle, le Luminor Hôtel de Ville. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce Luminor, eh bien qu'ils se souviennent que ça s'appelait auparavant le Latina, donc à l'Hôtel de Ville à côté de Paris, dans Paris, donc à côté de l'Hôtel de Ville et par ailleurs donc dans certaines salles en région. Merci donc d'avoir parlé de ce film.